L'invité du jour, c'est Stéphane Rothenberg. Bonjour Stéphane, merci d'être avec nous. Happy birthday et on peut vous souhaiter un bon anniversaire. Il les fait pas, hein, pour 15 ans. Oui. Pékin Express, voilà, 15 ans de Pékin Express, on va en parler. Donc ce soir, ça commence sur M6 à 21h05. Ce sera donc tous les mardis. Puis on va vous retrouver le mercredi également. C'est M6 Rothenberg, voilà. C'est ça. Ça dure pas longtemps. Hein. C'est plus M6 Plaza, ça c'est le concept de base. Oui. Et ensuite, accessoirement, il y a... Voilà, donc le mardi soir Pékin Express, le mercredi soir Top Chef a signalé un très bon démarrage la semaine dernière pour Top Chef. Ouais, un ronflant. Ronflant, voilà, très bien, pas ronflant, en fanfare. Voilà. Et là, Pékin Express ce soir, donc une émission spéciale pour ses 15 ans, enfin une édition spéciale. Oui, en fait, Pékin Express c'est l'été maintenant, depuis le retour de l'émission il y a 2 ans, mais c'est vrai que pour les 15 ans, on voulait marquer le coup et faire une édition ramassée, quelques semaines seulement, quelques candidats, sur la route d'origine. Pékin2s'appelle Pékin Express parce que la première saison, on faisait Moscou-Pékin, on faisait le transsibérien. Voilà. Et donc là, on a fait une saison ramassée. Alors on fait pas exactement le même parcours parce que à l'époque, c'était beaucoup plus long, beaucoup plus de prime. Mais bon, voilà, on voulait revenir avec des candidats qui ont marqué les saisons précédentes. Voilà, 7 binômes mythiques. Voilà. Donc, on va avoir les 2 bûcherons que Gilles. Moi, j'aime bien les 2 bûcherons, c'est des personnages. Les 2 sœurs lilloises, Fabrice et Ingrid. Alors, eux, c'est binôme d'inconnus. Voilà, ils se connaissent pas. Ouais. Ils ont fait le programme il y a les années précédentes, mais pas ensemble. Fabrice, c'était le petit jeune. Voilà. Il était avec le petit jeune pour nos auditeurs. Voilà. Et donc, Maxime et Alizé, les jeunes mariés, Maurice et Thierry, le père et le fils. Bref, oui, Maxime et Alizé, c'est... On a des couples. Et donc, on rendait les premières images vraiment dans l'ambiance parce qu'eux-mêmes ne savent pas quand ils arrivent. Alors, je me suis demandé, parce que ça démarre, on ne va pas gâcher le plaisir de nos auditeurs, mais ils sont dans la gare, dans le métro de Moscou, qui est peut-être le plus beau métro du monde. Et comment vous les avez amenés jusque-là? Comment vous avez fait pour qu'ils ne se rendent pas compte de la destination? Avant, on allait beaucoup plus loin dans Pékin Express. Les candidats, alors une fois qu'ils avaient passé la douane, étaient dans des bus, comme on dit, borgnolés. Donc on avait complètement caché les trucs. Les candidats avaient vraiment, on cachait plein de choses. Et ils découvraient le site sur place. Ouais. Ça a été la baie d'Along, ça a été Corcovado. Là, on a fait pareil. Ils savaient qu'ils arrivaient à Moscou, mais ensuite... Ah d'accord. Voilà, donc bandeau, etc. Ils ont quitté. Et effectivement, ils sont descendus dans le métro. Ce métro est incroyable parce que c'est vrai que magnifique. Les images sont sublimes. Il est très très beau. Et démarrer dans le métro de Moscou, c'est pas facile. Ouais, non, c'est pas facile, surtout avec les yeux bandés. Voilà, exactement. Et donc ça démarre sur les chapeaux de roue. Oui. Ils ont tous accepté facilement. Ils étaient enthousiastes quand vous leur avez proposé. Et je pense qu'on a même vexé quelques-uns de ne pas être partis parce que c'est vrai que beaucoup espéraient. Oui, vraiment, je vous le dis sans fanfanterie, ça a changé leur vie, ce programme. Les gens qui l'ont fait, pas forcément... souvent, la hiérarchie des valeurs. Ils ont été dans des pays avec, effectivement, un niveau de vie différent. Ils ont été accueillis par des gens qui ne connaissaient pas, etc. Et tous me disent, voilà, ce programme a changé ma vie. Ils se fâchent moins, ils se vexent moins, ils prennent moins de drames pour des choses plus, qui peuvent nous énerver, nous, au quotidien. Ils ont vécu Pékin, ils arrivent à relativiser sur plein de choses et prendre beaucoup plus de plaisir. Et donc, oui, ils avaient tous envie de revenir. Ils avaient tous très envie de revenir. Donc, il y aura des étapes toutes éliminatoires. Oui. Donc, ça met un peu de pression de fou. De pression. Il y a elle n'avait plus la fameuse enveloppe, vous savez. Voilà. Oui, voilà. Il y a le retour du panneau voiture interdite et du duel final que tous les candidats ne connaissent pas encore. Exactement. L'idée, c'est qu'avec le temps, le programme a évolué un petit peu. On a rajouté des petites choses. Avant, on faisait vraiment du stop, une épreuve d'immunité et puis l'arrivée. Ouais. Globalement, c'était ça. Et puis des nuits chez l'habitant qui sont le sel du programme. Ouais. Et c'est vrai que... la voiture interdite, c'est tout simplement, on descend de voiture et on profite d'un moyen de locomotion local. Ouais. C'est très vert, la plupart du temps. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a envie de faire du tuk-tuk, faire de la barque, faire du train, du cheval, que sais-je. Et c'était un petit twist sur un épisode ou 2 il y a quelques années. Et maintenant, on le met à chaque fois. D'abord parce que artistiquement, c'est très... voilà. C'est payant, c'est beau. Et puis, voilà, il y a de moins en moins de stops. Du coup, les concurrents font moins de routes que dans les années... d'origine. Ouais. On peut moins faire des énormes transhumances. On fait beaucoup de liaisons parfois en avion ou en train pour accélérer le processus parce qu'on leur laisse plus de temps chez l'habitant que par rapport à il y a 15 ans. Et ils vont moins vite parce qu'il faut moins de voitures. Mais quand je regarde la première édition, folle, on avait fait Moscou, Pékin, tout par la route, un petit parcours en transsibérien, mais c'était des étapes de 5 jours. Ils faisaient 15 à 16 heures de stop par jour. C'était fou. Là, on a un peu réduit, mais ils sont meilleurs chez l'habitant. Nos séquences chez l'habitant sont vraiment meilleures parce qu'ils ont plus de temps. Ils arrivent à 16 heures. La course s'arrête vers, un petit peu comme Paris-Dakar, 14-15 heures. Et ensuite, ils cherchent une maison.
et ça leur laisse quand même du temps. Ils ont des gens sympas. Hein. Voilà. Là, il y a. Mais là, il y en a qui ont eu. Il y en a qui ont eu de la chance. Hein. Il y a vraiment. Non, c'est génial. Et c'est vrai que c'est un peu moins physique qu'avant Pékin. C'est moralement toujours dur, mais c'est un peu moins physique qu'avant parce qu'il y a moins de trek. Bon, alors les treks, on en fait toujours un petit peu, oui, quand même. Regardez. En tous les cas, ce qui est sûr, Gilles, c'est vrai que Pékin s'est jamais joué sur le physique. C'est pour ça qu'on a Maurice qui a 82 ans. On a le plus vieux candidat de jeu d'aventure au monde. Donc c'est quoi la qualité première d'un bon concurrent de Pékin Le lien Express? Du binôme. En fait, le lien qui est entre eux, c'est pour ça que c'est très dur pour le binôme qui se connaît pas. Le lien du binôme. Parce qu'avec ça, vous tenez tous les coups de blues, et cette capacité à créer l'empathie chez les gens qui vous connaissent pas. C'est incroyable. J'ai rencontré Stéphane Plaza qui avait fait Pékin Express en invité, pendant quelques semaines. Il était très fort sur Pékin Express, hein, parce que alors qu'il parle aucun mot d'aucune langue étrangère, d'aucune sorte possible. Mais il était très rigolo, il amusait les gens et il déclenchait la sympathie. Et quand il disait aidez-moi, les gens l'aidaient. Et il arrivait, et les gens montaient en voiture, etc. Et même qu'il le disait mal, et voilà. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est quelque chose qu'on sait pas. On sait pas si on l'a. Aidez-moi, vous me connaissez pas, il n'y avait rien à gagner dans l'histoire. Est-ce que vous voulez m'emmener là? Est-ce que vous voulez m'héberger? Est-ce que vous voulez me donner à manger? Nos auditeurs vont le découvrir ce soir, mais vous verrez que Fabrice va tenter de bien connaître son binôme. Ça c'est autre chose. C'est courrier du cœur. Oui. Alors ça, après, que ce soit entre candidats, parce que parfois, ou alors même avec les locaux, ça ne nous regarde pas. Il peut y avoir des rencontres. Nous, les caméras s'en vont une fois que les gens sont couchés, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a eu des histoires? On n'en sait rien, mais parfois les caméramans nous disaient certains au revoir chez l'habitant nous paraissaient quand même très tendres. Très long, Voilà, mais non. Nous, pas de nom, pas de. Ça ne nous regarde pas. Oui, puis on n'était même pas là, c'est pas le sujet, c'est pas le programme. Après. La caméra, ça change aussi, sûrement, quand vous arrêtez une voiture et qu'il y a une caméra. Oui, mais dans les deux sens. En Chine, par exemple, puisque là, on fait Moscou-Pékin, en Chine, c'est pas forcément un plus. Dans beaucoup de pays qui ont été habitués, par exemple, à des surveillances policières marquées, la caméra est pas une caméra occidentale. Ça aide pas forcément. Et dans d'autres pays, effectivement, il est possible que les gens soient très fiers de passer à la télé, même dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Il y a une caméra pour chaque binôme, ils sont tous suivis par une seule caméra, c'est ça? Alors il y a des caméras spécifiques pour les jeux ou l'endroit où je me trouve. Donc effectivement, lorsqu'ils arrivent au point d'arrivée, là, il y a une armada un peu plus grande. Il y a 17 caméramans au total. C'est incroyable. Oui, c'est une grosse production. Il y a 17 caméramans. On est 120. Et au fur et à mesure que les candidats sont éliminés, on réduit. Mais on est quand même assez nombreux. Parce que pour épargner un peu les équipes, c'est très physique. Les épreuves d'immunité sont filmées par une équipe spécifique. Une équipe de jeu très spécifique, et moi je suis filmé bien sûr par une équipe spécifique. Il y a un caméraman qui est au contact tout le temps, qui vit vraiment comme les candidats. On essaye quand même de switcher pour pas qu'il y ait un syndrome de Stockholm et qu'ils fassent, j'allais dire, la course avec eux, qu'ils les aident, parce qu'ils veulent gagner les caméramans, qu'ils sont avec eux. Vous pensez bien qu'ils se prennent au jeu. Prudence. Donc de changer, d'intervertir. C'est des pros, mais c'est vrai qu'ils sont tellement... Lorsqu'ils apprennent qu'ils gagnent, je vois le caméraman qui, je le regarde du coin de l'œil, il est super content. Et lorsqu'ils apprennent qu'ils sont éliminés, le caméraman, lui, il continue sa route, il n'est pas éliminé. Hein. Il est pigé jusqu'à la fin, il a son salaire jusqu'à la date prévue. Donc lui, si le candidat est éliminé, il va changer de candidat. Mais il est déçu quand même. Un petit secret, il y a une chose qu'on ne voit pas dans le programme, je vais vous poser une question bête. Donc on les voit faire des épreuves, on les voit le soir en famille. Mais ils mangent quand le midi? Alors, est-ce que le midi, ils mangent par eux-mêmes ou Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, le déjeuner, c'est le temps de course. Non, alors, pour faire simple, les candidats qui décident de manger le midi ne gagnent pas. Et il y en a qui décident. L'art de vivre à la française se respecte. Mais fondamentalement, si vous voulez gagner, vous mangez sur le pouce, dans une voiture, dans un coin, dans un truc, etc. Ah, ils mangent pas? Ils font ce qu'ils veulent. C'est leur problème. Mais ils perdent du temps. Et en fait... Quand vous voyez à quel point c'est serré les arrivées, il y en a qui décident, parce que on est en France, arrêtez attendez, ils vont regarder l'heure, ils vont se dire c'est le moment, et ils vont s'arrêter. Parce qu'on se dit qu'on rattrapera le retard. Et puis ceux qui... donc ils prennent un petit déjeuner copieux dans la famille avant de partir. Parfois les familles leur ont fait des petits déjeuners. Généralement, ils mangent mieux que nous, je peux vous le dire. Parce que l'art de recevoir, c'est pas qu'un renard français. Mais peut-être parfois ils ont faim. Il y en a qui ont faim. Et ils ont le droit de prendre des sandwichs dans les familles? Oui, en revanche, certains candidats partent de Paris avec une armée de sacs lyophilisés, des rations de survie. Et là, on leur dit les enfants, c'est pas le principe. Ça va pas être possible. Voilà. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, fait, à votre avis, que cette émission dure depuis 15 ans? Il y a de la découverte, il y a du suspense, il y a un bon casting. C'est quoi? C'est difficile, en fait, on se rend compte. C'est très dur de trouver un bon format en télévision. Ce qui marche, c'est effectivement... Alors, il y a Alexis Gemini, qui est un producteur de télévision, qui produisait Pékin au tout début.
ils considèrent que tous les grands programmes qui durent, c'est parce que c'est des grands mythes, que ce soit le mythe de Robinson pour Koh-Lanta. Alors nous, on va dire c'est quoi? C'est Marco Polo, on va dire que c'est les grands aventuriers. La découverte des autres, la découverte, aller à l'aventure, on a rajouté une course, mais au fond, la singularité de Pékin, mais normalement c'est un handicap, c'est qu'il y a deux rythmes. Il y a une course, les Momadors, et à la rencontre des autres, il y a de la découverte. J'allais dire, on est entre TF1 et France 5. C'est-à-dire que la partie rencontre chez les gens, c'est pas du tout prime time, émission de jeu. Hein. Et par exemple, ça n'a jamais marché en Angleterre, jamais marché en Amérique. Ça cartonne à peu près partout ailleurs. Mais eux disent, mais non, ce programme, il est sur deux pieds. Vous avez quelque chose presque documentaire quand on est chez les gens. On peut rire, hein, parce que parfois chez les gens c'est très drôle. Mais c'est un chanteur français très connu dans l'émission de ce soir, écouté en Russie. Ah oui, voilà, on voit que c'est très drôle. Et puis il y a la partie course qui est un jeu, etc. Et normalement, quand vous avez un hybride comme ça se fait pas en télévision. Une émission doit être cohérente. Nous, on est l'une des rares émissions qui cartonne à la fois sur dans le jeu et dans la découverte. Et la découverte. Est-ce que vous savez s'il y a des monsieur et madame tout le monde qui font des Pékin Express sans la télévision, mais pour eux-mêmes? Je reçois des messages. Alors moi, je suis pas très bon. Des gens qui font le même parcours. Qui font le même parcours. Des candidats qui repartent après, qui refont la route. Ah oui, non. Oui. Et vous savez, ce qui est fou, c'est qu'on va toujours quand même dans des endroits très emblématiques touristiquement, mais aussi très reculés parfois. On trouve des Français partout, c'est incroyable. Et souvent, les gens viennent me dire, ils sont sur le tournage, mais c'est Pékin, mais on le fait là, etc. Alors, est-ce qu'ils vont parfois jusqu'au bout à demander chez l'habitant? Pas toujours, mais souvent. Encore une fois, le créateur de Pékin Express est un routard. Au départ, Ludo Pop, qui a créé Pékin Express, c'est quelqu'un qui a fait 5 fois le tour du monde, sac à dos, et il voyait les grands jeux américains ou hollandais, il disait, mais non, c'est pas ça l'aventure. Moi, je vais refaire en rajoutant 2-3 petites choses pour que ça passe à la télé. Mais au départ, c'est un routard qui a fait de la télé, qui a dit non, mais je vais vous raconter comment moi j'ai fait le tour du monde. Et Ludo Pop, qui a créé le programme, a fait le tour du monde avec 1 euro par jour et par personne. C'était même moins que ça, parce qu'à l'époque, c'était des francs belges, parce qu'il est belge. Et il disait, voilà, j'avais mon budget qui était... Je n'avais pas d'autre choix. Vous évoquiez tout à l'heure la difficulté parfois de tourner en Chine. Ça a été le cas cette année. Vous êtes tombé en pleine festivité du 70e anniversaire du régime. On n'a pas eu le virus, c'était avant, mais on avait effectivement des autorisations qui étaient faites. Et brutalement, ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans les 70 ans du régime et que finalement, 17 caméras d'occidentaux chez les gens, ils n'avaient pas envie. Alors, ils nous ont dit, vous êtes les bienvenus, mais vous annulez votre tournage, vous reviendrez plus tard. Donc, pour la première fois dans l'histoire de Pékin, on a arrêté le tournage à la frontière et on est revenu un peu plus tard. Et sur place, on s'est parfois fait arrêter. Souvent, ça passe, on gère. Les candidats le savent dans tous les pays, et à celui-là encore pas en particulier, mais il y en a d'autres où c'est compliqué. On maîtrise pas les autorités. Donc ça fait partie des. Et ça va arriver, vous allez voir, des candidats vont finir au poste. Il y a eu des grosses galères ou pas? Des candidats qui finissent au poste, c'est jamais drôle. Non. Les galères sur Pékin, c'est le pire de ce qui peut arriver. Ah non. Nous, notre angoisse, c'est l'accident, bien sûr. C'est notre principale angoisse. Et ça, c'est pas des galères. C'est un drame. On essaie d'éviter, on touche le doigt. On a un truc. Après, les galères, essentiellement en logistique, c'est effectivement ces empêchements, parce que ça peut paraître bizarre, mais il y a plein de pays où c'est encore très compliqué. Bien sûr, on a eu de gros problèmes en Amérique, aux États-Unis, je veux dire. Voir des gens qui débarquent chez les gens avec des caméras, des gens qui font du stop sur le bord de la route. En Amérique, c'est interdit. Le stop, c'est depuis les stations-service. Donc le concept même de Pékin Express est très dur à faire en Amérique. C'est très compliqué là-bas. En Australie aussi. Mais oui, on sait très bien qu'avec les autorités, même si vous avez l'autorisation du pouvoir central, dans plein de pays, la France est un pays tellement centralisé qu'on n'a pas cette habitude. Dans plein de pays, les autorités locales ont tout à fait le droit de changer de dire, ce qui a été décidé par le pouvoir central. Et vous pouvez rien dire. Un Français, on est tellement centralisé qu'on s'intègre pas ça. Et effectivement, dans plein de pays, un général, un colonel parfois, peut dire Pékin a dit oui. Moi, je dis non. Et qui viennent me voir. Voilà. Dans les binômes, est-ce qu'il y a eu des fâcheries, des grosses fâcheries? Alors, oui. Alors, parfois, on est témoin de choses assez lunaires. Ça, parfois, on assiste, le caméraman, il est là. Et les gens, et je vous assure, c'est assez fascinant, la caméra. L'intensité du jeu, l'enjeu, fait que vous l'oubliez très très vite. Elle est là, elle vous suit, mais finalement elle vous gêne presque. Et on leur dit attention, n'oubliez pas la caméra parce que sans ça il n'y a pas de programme. Et les candidats, c'est pour ça d'ailleurs que le programme démarre si fort. On veut tout de suite que la caméra soit quelque chose d'accessoire. Et c'est pour ça qu'on démarre dans le métro. C'est parti. Voilà. Là il y a la panique et on sent qu'ils oublient tout de suite la caméra. Il faut trouver la feuille. Ils y repensent en interview, ils y repensent dans quelques moments. Mais je peux vous dire que la caméra,
c'est plus un dossier. Et du coup, on assiste parfois à témoins d'engueulades qui sont parfois limite à monter. Je reconnais. Vous montez pas. Il y a plein de choses qu'on ne monte pas. Parce que c'est vrai que parfois, c'est même pas le but. On va pas être là. Il y a des moments où même le caméraman est gêné. Bon, engueulez-vous. J'ai filmé 3 mots, on a compris. Maintenant, je pose la caméra, allez-y. Oui, ça arrive souvent. Forcément, parce qu'il y a un peu de tension quand même, forcément. Oui, qui retombe. Mais c'est vrai que ce sont des couples. Donc, des couples sont très intimes et permettent parfois des choses qui surprennent. Qui surprennent. Il y a une grosse somme à gagner, puisque 100 000 €, monsieur. Il y a toujours 100 000 €. Vous savez ce qu'ils en font ou pas? Vous avez des suivis, parce que tous les gagnants ont touché 100 000 €. Oui, alors plus ou moins, mais effectivement. Oui, alors, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que l'argent n'est pas un enjeu au début parce que c'est trop loin. Et que la plupart, et je vous assure, c'est vraiment le cas. L'immense majorité des candidats, on les choisit. D'abord, je le dis pour les 40 000 personnes qui chaque année s'inscrivent. 40 000 Les gens, la question la plus importante dans le casting, c'est pourquoi vous voulez faire Pékin. C'est de toutes les questions qu'on pose, on en pose beaucoup, c'est la question la plus importante. La motivation est très importante. Il ne faut pas que l'argent soit la motivation principale. Il y en a qui répondent pour l'argent? Oui, je peux comprendre. Oui, voilà. Bien sûr. Nos auditeurs ne répondaient plus ça. Voilà. En revanche, ça ne nous pose aucun problème qu'à 2 étapes de la fin, ils commencent à faire les comptes. Parce que quand on commence à se dire, c'est net d'impôt, c'est un gain de jeu, je le précise aussi, net d'impôt, 100 000 € net d'impôt, ils commencent à faire les comptes. Et là, ils se disent, et là, c'est rigolo, on se projette tous. Alors, je vais faire ci, je vais faire ça. Alors, souvent, c'est, comme tout le monde, quand on touche une petite cagnotte, c'est aider ou faire plaisir. Et la plupart des gens, en fait, c'est fou, l'immense majorité, généralement, ils règlent leurs dettes s'ils ont des petits problèmes, et ensuite ils partent en voyage. Il n'y a pas d'exception quasiment. Ils règlent leurs dettes parce que c'est se réduire la pression, et partir en voyage. C'est drôle. Par contrat, c'est 50-50, ils ont un contrat chacun, ou ils partagent comme ils veulent l'argent? Ils font ce qu'ils veulent. Ah là là, ça doit être quelque chose dans le... Ouais, je crois pas qu'il y ait eu de problème. J'ai pas souvenir, je vous le dirai. Je crois pas qu'il y ait eu de soucis de partage. Ces gens sont tellement proches. Enfin, mis à part les couples qui se connaissent pas, ça peut être des meilleurs potes, ça peut être des pères et fils, ça peut être... J'ai pas enfin, peut-être qu'ils ne l'ont pas dit, On ne sait pas. On n'est pas dans les comptes. Une dernière question, parce qu'on vous a sous la main, Valérie, si vous m'autorisez. Paul Perret, vous l'avez trouvé comment? C'est vraiment dans Top Chef. Dans Top Chef, qui est le nouveau chef qui remplace qui remplace Jean-François Piège. Et c'est vrai que, écoutez, élu meilleur restaurateur du monde en 2018, 3 étoiles à Shanghai. Il nous fallait un chef. Pour remplacer Jean-François Piège, c'est très dur. Il nous fallait un chef qui cogne, j'allais dire. Voilà. Et vis-à-vis des candidats, vis-à-vis de tout le monde, qui soit très différent en plus dans son approche de la crédible, voire star. Et là, quand vous avez été élu meilleur chef du monde et que vous êtes 3 étoiles, voilà, on se dit comme ça, il n'y aura pas de débat. Ouais, et voilà. Ça s'est bien passé, il s'est tout de suite intégré. Oui, alors, il est forcément il a été un peu gentiment bisuté par ses amis chefs. Ah bon? Et oui, gentiment, il se moque un petit peu. Parce qu'il ne sait pas faire une réponse courte, un peu comme moi. Et donc, il a été un peu monté au début, et après il a appris. Mais c'est vrai que ma première question, sa réponse a duré 3h30. Imaginez ce que c'est en télévision, quand vous êtes en plateau. Alors, Paul, est-ce que c'est bon? Et là, il est parti, on a éteint la lumière. Donc, il a compris qu'après, il fallait synthétiser un peu. Alors, je vois une interview de Fabrice et Briac et qui disent que vous êtes super cool. Voilà, le présentateur trop cool. Alors, on lui a dit le plus dur dans Pékin Express. Il répond c'est l'attente. Moi, ce qui m'a marqué, c'est l'attente. C'est quoi? Oui, alors. Ça veut dire quoi? En fait, ce qui se passe, c'est que c'est une course et il faut. On attend avant de réunir les candidats. Certains creusent des écarts énormes. Là, on parle de très bons candidats qui souvent étaient très bons dans les épreuves. Et par exemple, on ne démarre pas une épreuve d'immunité tant que tout le monde n'est pas arrivé. On ne redémarre pas. Et puis c'est vrai qu'ensuite, il y a des interviews, il y a tout ça, c'est très important. Et comme je vous l'ai dit, on a réduit un peu le temps en stop pour leur laisser du temps avec les gens. Mais c'est vrai que le gros problème, c'est que il y a parfois 2 minutes d'écart, parfois il y a 3 heures d'écart. Et si vous êtes premier, vous êtes deuxième, on leur dit, vous avez le plateau de verdict, vous attendez, et après pour nous stratégiquement, pour pas qu'ils se rendent compte d'où ils sont, on fait attendre beaucoup pour noyer un peu le poisson. D'accord. Et puis après, c'est des choix artistiques, faire des plateaux de nuit, alors qu'ils sont arrivés de jour. Il parle d'une véritable famille, vous confirmez, Pékin Express, c'est une famille? Oui, parce qu'en fait, on est loin de nous, on rentre pas chez nous le soir, pendant 45 jours, tout le monde, les 120 personnes, on est en circus, quoi. C'est un barnum, et c'est une vie de troupe. C'est très singulier. La plupart des émissions de télévision, vous rentrez chez vous, ou sinon les émissions d'itinérance, c'est toutes petites équipes. Échappée belle, En terre inconnue, c'est toutes petites équipes. Le seul programme au monde où vous êtes en itinérance et vous êtes 120, c'est Pékin, il n'y en a pas d'autre. Et même les Mexicains sont 240, parce que les Mexicains, ils sont en quotidienne. Vous imaginez ce que c'est? Incroyable. Mais du coup, on vit ensemble tout le temps. Donc forcément,
pareil, ça crée des tensions, on rigole, on s'engueule, on est content de rentrer chez soi. Alors moi, parce que maintenant, avant c'est tous des mômes. La première année, ils avaient tous entre 20 et 30 ans. On était tous mômes, moi j'étais un peu plus vieux. Maintenant, ils ont un peu vieilli, ils sont plus sages, ils ont des enfants dans tous les sens. Ça doit encore, mais ça ne nous regarde pas. Bon. Et vous avez été bluffé encore, je reviens moi à Top Chef, par les candidats cette année, encore une fois. On est dans cette recherche de l'excellence, et moi je suis épaté du talent des mômes. Franchement, je veux pas faire du cocardisme à deux balles, mais le niveau de nos candidats à chaque fois, c'est super. Voilà, la cuisine française est entre de bonnes mains. Voilà, ce soir, donc demain, ce sera Top Chef saison 11 à 21h, toujours sur M6. Et ce soir, Pékin Express, à ne pas manquer cette 15e saison. On rappelle quelques chiffres qui étaient dans le dossier de presse. 5 continents, Amérique, Europe, Océanie, Afrique, Asie, 35 pays traversés, 129 600 km parcourus avec tous les moyens de transport, 471 jours de tournage, 134 émissions, 765 415 €, 190 candidats. C'est un sacré bilan. Et un animateur qui est toujours là, sur le pont. Merci beaucoup Stéphane Rothenberg d'avoir été avec nous.